Bienvenue dans Octopus, le podcast Made in Belgium de la LIFRAS, Ligue francophone de recherche et d'activités subaquatiques. Ici, on prend une grande inspiration et on plonge ensemble dans l'univers fascinant du monde subaquatique. Ajustez votre masque, réglez vos palmes, Octopus commence maintenant. Bonjour Frédéric. Bonjour Mickaël. Alors Frédéric Puissant, moniteur national, jeune moniteur national, je pense depuis 2024, c'est bien cela ? Ça fait 1 an. On va parler des bonnes pratiques en plongée. C'est quoi les bonnes pratiques en plongée tout d'abord ? C'est tout ce qu'on recommande aux plongeurs de faire pour maximiser les chances que tout se passe bien. Ça veut dire quoi que la plongée est un sport à risque ? La plongée n'est pas un sport dangereux. Mais par contre, à partir du moment où on est dans un milieu qui n'est pas notre milieu naturel, c'est une activité plus qu'un sport avec des risques spécifiques. Et donc, tous ceux qui se sont formés à la plongée savent qu'il y a toute une série de choses à faire ou à ne pas faire. Mais je pense qu'il est important d'insister sur les choses qu'il faut faire ou qu'il faudrait faire de manière plus systématique pour diminuer au maximum ce risque qui de toute façon ne sera jamais nul. Alors ce risque, d'une certaine manière, est-ce qu'il a été calculé ? Est-ce qu'au sein de la LIFRAS, on a une vision globale des accidents, des incidents ? Alors, au sein de la LIFRAS, on analyse de manière continue toutes les déclarations d'accidents et on fait des statistiques annuelles. Par contre, c'est assez compliqué de quantifier le risque parce que on est justement notre source d'information, elle est limitée. Ce sont les déclarations d'accidents et tu sais comme moi que l'être humain n'aime pas faire de la paperasse quand ça ne sert pas à grand chose et donc probablement que le nombre d'accidents, en tout cas les accidents les moins graves, est un peu sous-estimé d'une part. Et d'autre part, on n'a pas de vision sur le nombre total d'activités plongée ou activités piscine ou tout ce qui se fait dans le cadre de la Ligue. Et donc, on sait difficilement dire qu'on a un taux d'accident de autant, en tout cas au sein de la Ligue. C'est par contre des choses qui ont pu être quantifiées, notamment en France, pour rester dans une aire géographique relativement proche et des activités qui sont relativement proches des nôtres. Pour ce qui est des accidents graves, parce qu'en France, ils peuvent récolter tout ce qui est information qui vient des services de secours et des hospitalisations. Ça, c'est un élément. Et l'autre élément est qu'ils ont une estimation du nombre de plongées qui sont effectuées de façon annuelle en France. Et donc, ils ont les 2 éléments qui leur permettent de quantifier ce risque, qui est de l'ordre, pour les accidents graves, j'insiste, de 1 à 5 pour 10 000 plongées. Mais Frédéric, de manière plus concrète, pour parler de la dangerosité, entre guillemets, de la plongée, est-ce que c'est un sport qui est plus dangereux ou pas que les autres sports ? Alors, c'est difficile de faire des comparaisons. Il y a toute une série de gens qui ont essayé sans avoir réellement des résultats qui sont unanimes. Mais intuitivement, on peut relativement facilement comprendre, je pense, qu'il y a un peu plus de risques à faire de la plongée sous-marine que de faire de la natation, qu'il y a plus de risques éventuellement que de jouer au ping-pong, parce qu'on est dans un milieu étranger. Voilà. Pour autant, on n'est pas dans une activité qui est considérée comme dangereuse. Clairement pas. Si c'était le cas, on ne pourrait pas faire plonger les enfants. On ne pourrait pas trouver des moyens de faire plonger des gens qui ont des besoins spécifiques comme la plongée adaptée. On ne pourrait pas. Et clairement, on n'est pas dans une activité qui est considérée comme extrême ou dangereuse. Mais il y a des risques spécifiques dus au milieu. Vous avez pu identifier des accidents qui sont peut-être plus fréquents, plus récurrents ? Alors, clairement, dans ce qu'on fait comme analyse au sein des déclarations d'accidents à la Ligue, on a la grosse catégorie et le plus grand nombre de déclarations qu'on reçoit sur l'année. J'ai envie de dire que c'est des bêtises, mais qui n'en sont pas. C'est tout ce qui est traumatisme. Dans le style, j'ai glissé, chef. Mais non, mais je te vois sourire, mais c'est vraiment ça. Tous les ans, la première catégorie des accidents, c'est ça. C'est des chutes de personnes, c'est des chutes d'objets. Une bouteille de plongée ou une ceinture de plomb, quand ça tombe sur un pied, ça fait mal. Et ça tombe d'autant plus facilement qu'on est sur un bateau qui est en mouvement. Voilà. On a des chutes aussi parce qu'on est aux abords de piscine, c'est des sols mouillés. On a beau répéter, on ne court pas au bord de la piscine, les gens ne courent pas, mais c'est mouillé, ils glissent. Voilà. Ça, c'est les accidents les plus fréquents dans les déclarations qu'on reçoit. Et puis, la deuxième catégorie d'accidents, c'est les accidents de décompression, qui sont plus ou moins fréquents d'une année à l'autre, mais qui sont toujours la deuxième catégorie d'accidents au sein des plongeurs de la Ligue. Et puis après, on a, en fonction des années, ça varie un petit peu, mais on a tout ce qui est barotraumatisme, qui touche la plupart des plongeurs, mais plus souvent les plongeurs moins expérimentés. Et en fonction des années, et depuis quelques années, on voit émerger tout ce qui est œdème pulmonaire d'immersion,
qui est un accident qui est un peu méconnu, mais qui a tendance à apparaître de façon plus fréquente dans les statistiques depuis plusieurs années, pas simplement à la Ligue, mais dans les rapports qu'on peut lire chez nos confrères et voisins, c'est un peu la même chose. Tu peux préciser ce qu'est un œdème pulmonaire d'immersion ? C'est un œdème, donc c'est un gonflement des tissus. En fait, c'est un passage de liquide depuis notre organisme vers l'intérieur de nos poumons. Et donc, s'il y a du liquide qui vient remplir les poumons, les échanges gazeux, la respiration se fait de façon moins efficace, évidemment. Alors, ça peut aller de la simple gêne respiratoire jusqu'à des crachats sanguinolents, parce que le liquide qui est passé dans les poumons, c'était en partie du sang. Et donc, on ne sait plus bien respirer. Donc, on est en détresse réellement vitale si on est dans les cas les plus graves. Les symptômes évoqués me font penser à la surpression pulmonaire. Tu n'as pas évoqué la surpression pulmonaire. Alors, ça ne m'étonne pas que les symptômes te fassent penser à la surpression pulmonaire, parce qu'une des raisons pour lesquelles, très probablement, je te disais que les statistiques ont tendance à augmenter pour les œdèmes pulmonaires d'immersion, c'est que, comme c'est un accident qui était méconnu, il était probablement très souvent confondu avec la surpression pulmonaire. Ça, c'est une chose. L'autre chose, effectivement, je t'en ai pas parlé de la surpression. D'abord, ça fait partie des barotraumatismes. Et en fait, je t'en parle pas parce que c'est un accident qui a tendance à ne pas ou ne pratiquement plus arriver. De mémoire de moniteurs nationaux qui m'entourent, sur les dernières années, on n'en a pas eu. On n'en aurait pratiquement plus eu depuis qu'on a en partie modifié nos protocoles d'exercice. Et de manière plus large, en termes de statistiques, au niveau de la France, par exemple, ça ne représente que 1% des accidents graves en plongée. Donc c'est un accident qui est devenu très rare. Et heureusement, parce qu'il est très grave. Parce que l'enseignement évoluait aussi apparemment. Parce qu'on a tenu compte des erreurs du passé et qu'on essaye de ne pas les reproduire. Ces accidents, il y a bien sûr des accidents immérités. Maintenant, il y a des accidents qui font suite aussi à des comportements qui ne sont peut-être pas adaptés, d'où cette séquence ici sur les bonnes pratiques en plongée. Tu voudrais commencer par quoi ? Je pense qu'on peut parler de bonnes pratiques de manière générale. C'est peut-être une bonne idée de commencer par ça. Et puis, il y a tout ce qui est bonne pratique en matière de décompression. Tu évoquais les accidents immérités. On se rend compte que la grande majorité des accidents, quels qu'ils soient, ne sont pas dus à des erreurs de procédure de la part des plongeurs. En général, ils ont été bien formés ou ils appliquent bien ce pourquoi ils ont été formés. Mais il y a le contexte qui fait que il y a des comportements qu'on peut améliorer pour diminuer le risque d'accident. Par exemple ? La première bonne pratique, on sait qu'on a une obligation de se soumettre à une visite médicale annuelle, en tout cas au sein de la Ligue. C'est pas le cas partout, mais nous, on a déjà cette obligation-là. Mais au-delà de ça, au-delà de cette simple démarche administrative, l'important, c'est d'être honnête avec soi-même et d'être honnête avec son médecin. Le médecin, il ne va pouvoir attester que sur les informations qu'il détient. Donc, si on souffre de quelque chose, il faut lui en parler, il faut être honnête pour éviter de courir un risque inutile. Ça, c'est la première démarche de bonne pratique, je pense. Est-ce qu'il y a des problèmes de santé qui seraient, on va pas dire cachés, mais en tout cas, je pense que tout plongeur a envie de plonger, donc peut-être d'une certaine manière, il n'est pas très honnête avec lui-même, mais est-ce qu'il y a des problématiques de santé qui vraiment amènent certaines difficultés ou amènent des accidents ? Oui, la première qui me vient à l'esprit, c'est l'hypertension artérielle. Alors, normalement, votre médecin traitant en a connaissance, mais une hypertension artérielle qui ne serait pas traitée, pas sous contrôle, pourrait être une des causes principales de l'œdème pulmonaire d'immersion dont on parlait tout à l'heure. C'est pas la seule, mais ça en fait partie, pour ne citer que cet exemple-là. Si on ne faisait pas part à son médecin de symptômes de difficultés respiratoires qui ne sont pas permanentes, mais lui, à l'examen dans son cabinet, alors qu'on est gentiment assis, n'entendra peut-être rien ou n'ira peut-être pas plus loin dans ses investigations. Est-ce que les médecins généralistes, justement, sont bien attentifs à toutes les spécificités de la plongée ? Alors, attentifs, c'est toujours difficile de dire. Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont a priori pas formés pour ça. C'est pas leur job, évidemment. C'est pour ça qu'au dos du certificat médical de non-contre-indication, il y a toute une série d'indications pour aider les médecins généralistes à détecter s'il y a un risque ou pas. Il y a en plus disponible sur le site internet de la Ligue un document qui détaille de façon plus précise toute une série de pathologies qui sont plus ou moins en contre-indication avec la plongée. Et c'est un document qui a été rédigé par la commission médicale à destination des médecins généralistes pour les aider à éventuellement pouvoir prendre une décision
ou à savoir s'ils doivent adresser leurs patients vers un médecin plus spécialiste ou interroger la commission médicale. Mais c'est quand même le plongeur lui-même qui doit être proactif. Oui, c'est pour ça que j'en insiste sur ce point-là en premier, parce que c'est l'honnêteté du plongeur par rapport à lui-même et par rapport à son médecin qui est, pour moi, la première des bonnes pratiques. En parlant de santé, et les médicaments dans tout cela, ça peut poser des soucis aussi? Oui, il y a certains types de médicaments qui sont problématiques par rapport à notre activité. Tout ce qui est médicaments, par exemple, qui entraîneraient des troubles de l'attention, sont problématiques au même titre qu'ils sont une contre-indication pour pouvoir conduire ou pour pouvoir conduire un engin de chantier, par exemple. C'est aussi une contre-indication pour la plongée, pour ne citer que celui-là. Raison pour laquelle, là aussi, dans le document dont je te parlais, les types de médicaments pris par le patient peuvent avoir un impact sur leur aptitude ou pas, et on attire l'attention du médecin. On a quand même une population de plongeurs qui est plutôt vieillissante. C'est un euphémisme, effectivement. La population des plongeurs vieillit, pas seulement chez nous, mais dans le monde de la plongée de façon plus générale. Et donc, la deuxième recommandation, elle est en partie liée à l'âge, mais pas que, c'est qu'il est important d'avoir une bonne condition physique et de façon générale d'essayer de rester en bonne santé. Et ça, là aussi, c'est la responsabilité du plongeur de tout faire pour se maintenir en bonne santé et en bonne condition physique, de façon régulière pendant toute l'année. Parce que, très clairement, moins à la ligue, parce que une de nos grandes forces, je pense, c'est d'avoir cette activité toute l'année, pas seulement quand il fait beau. Pendant l'hiver, on va aussi en piscine, on travaille, on continue à s'entraîner, mais il est évident qu'il y a une saisonnalité dans les accidents de plongée et que les premiers beaux week-ends du printemps, je cite la France parce que là on a des statistiques plus importantes, c'est 40% des accidents graves. Les week-ends du 1er mai, de l'Ascension, de la Pentecôte, 40% des accidents arrivent pendant ces quelques jours. Parce que beaucoup de plongeurs reprennent une activité après n'avoir pas fait grand-chose pendant l'hiver. Et ils n'y vont pas de manière progressive. Oui, donc la notion de plongée de réadaptation et d'y aller au fur et à mesure a toute son importance. Tout à fait. Et ça fait partie aussi des bonnes pratiques qu'on devrait mettre plus en avant. C'est qu'effectivement, il faut être en bonne condition physique, mais il faut être aussi conscient de son état de santé, de son état de forme, et que quand on est un peu plus fatigué, un peu moins en forme, qu'on s'est un peu moins entraîné sur les dernières semaines, il faut y aller progressivement. À l'inverse, un plongeur qui est parfaitement entraîné, qui plonge régulièrement, il a peut-être parfois aussi envie de se dépasser, d'aller plus loin. Oui, je pense que ça fait partie de la nature humaine. Alors, il faut aussi respecter non seulement ses prérogatives, et ça c'est particulièrement important, respecter ce pourquoi on a été formé, ne pas vouloir courir avant de savoir marcher, mais progressivement on y arrivera, à aller jusqu'au bout des prérogatives qui sont possibles. Ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est que là aussi, on parle d'honnêteté par rapport à soi-même et de ne pas vouloir aller au-delà de ses limites. De ne pas oublier que certains ont 20 ans depuis 40 ans et que donc ils ne peuvent plus, 40 ans plus tard, nécessairement faire ce qu'ils faisaient quand ils avaient 20 ans. C'est difficile à admettre, mais malheureusement, ça fait partie des choses dont il faut être conscient et là aussi des bonnes pratiques. Alors, on a parlé de soi-même, d'être honnête avec soi-même. Maintenant, de la plongée, on plonge aussi avec du matériel. Est-ce que ça peut être parfois une source de problèmes? Oui, le matériel est aussi un des éléments auxquels il faut être particulièrement attentif. On insiste toujours en tant que moniteur sur le fait que s'il y a une liste de matériel obligatoire, il faut la respecter. Mais au-delà de ça, plus que de simplement dire « j'ai tout ce qu'il faut », il faut que ce matériel il soit régulièrement entretenu, il soit en bon état, il soit parfaitement fonctionnel. Et parfois, alors à ma connaissance, pas trop dans les plongeurs de la Ligue, mais de façon plus générale, on a des accidents qui sont dus à un matériel qui n'est pas suffisamment entretenu. Et peut-être ce à quoi on peut penser le plus vite, c'est un détendeur qu'on n'a pas suffisamment entretenu et qui, au fil du temps, devient de plus en plus dur, entre guillemets. En tout cas, il délivre de l'air moins facilement, avec toutes les conséquences que ça peut avoir en termes d'essoufflement, d'efforts respiratoires inutiles et ce genre de choses, qui peuvent eux-mêmes avoir d'autres conséquences. Ça, c'est un élément, c'est l'entretien de son matériel. Il doit aussi, le matériel, être adapté à l'instant T, si je puis me permettre. Un plongeur, à la fin de l'hiver, en général, il a tendance à dire que le néoprène a rétréci. Ça fait toujours sourire, en particulier mon épouse. Mais c'est un peu vrai, mais au-delà de ça, ça veut dire qu'une combinaison qui est trop serrée, elle est plus adaptée. Et ça peut avoir des conséquences en termes d'accident, notamment l'œdème pulmonaire dont on parlait tout à l'heure. Ça, c'est un exemple. Un autre qui, pour moi, encore peut-être plus problématique et qui, là, touche un peu plus les plongeurs de la Ligue, c'est le surlestage.
Je constate régulièrement que les plongeurs autour de moi sont surlestés. C'est en partie dû à l'évolution du matériel. Quand j'ai commencé la plongée, il y a une trentaine d'années, on n'avait pas les stabs qu'on a maintenant, les ailes qu'on a maintenant, et donc on savait bien que chaque kilo de plus qu'on mettrait à la ceinture, c'est un kilo pour lequel on allait devoir palmer. Maintenant, les stabs et les ailes sont tellement volumineuses qu'on se dit c'est pas grave. Sauf que tout kilo qu'on prend, c'est 1 litre d'air qu'on doit injecter dans la jaquette, et c'est donc un volume d'1 litre qu'on va déplacer pendant toute la plongée. C'est déjà un problème en soi. Ça veut dire qu'on fait un effort inutile. Mais si à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, on doit remonter de manière rapide, en urgence, ça veut dire qu'il y a 1 kilo en trop qu'il faut remonter. Et si on n'a vraiment pas de chance et que notre système de stabilisation nous lâche, et ça arrive de temps en temps, même s'il est bien entretenu, ça veut dire qu'on a X kilos de trop qu'il faut remonter sans aide mécanique. Et ça malheureusement, ça crée des soucis, parfois dramatiques. Allez, pour rester sur une note positive, Oui. un petit truc pour avoir un bon lestage. Un truc de moniteur. Un truc de moniteur, tu t'immerges, tu vides ta stab, et si l'eau arrive vraiment à la hauteur de ton masque, normalement c'est que t'es bon. Si tu coules déjà comme une pierre à ce moment-là, tu peux te dire que t'as trop de plomb et t'enlèves un petit peu. Et puis quand t'as fait ce test en t'immergeant, en ayant tout vidé, et que tu surnages juste avec l'eau à la hauteur de tes yeux, si tu rajoutes 1 petit kilo pour le confort, c'est largement suffisant. Ah ben voilà, on en tiendra compte. Alors, pour revenir peut-être sur l'entretien du matériel quand même, moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Les bouteilles doivent être entretenues, c'est une obligation, et pas les détendeurs. Il ne me semble pas qu'il y ait de texte légal qui parle d'obligation d'entretenir son détendeur. Non, ni pour les détendeurs, ni pour les stabs, ni pour les inflateurs, il n'y a pas d'obligation légale. Les fabricants émettent des recommandations. Après, chacun les interprète comme il le souhaite. En général, on parle d'un entretien des détendeurs tous les ans ou tous les 2 ans ou tous les 100 plongées. C'est grosso modo les recommandations des fabricants. Tout dépend de l'usage qu'on en a. Voilà, à titre personnel, mes détendeurs sont entretenus 1 fois par an parce que je plonge beaucoup, parce que je considère que finalement c'est ma vie qui en dépend et que j'ai envie de pouvoir continuer à plonger pendant encore un certain temps. Alors ça, c'est son matériel, c'est son état de forme, et puis il y a la plongée à proprement parler. Je pense qu'il y a aussi des bonnes pratiques à avoir. Certainement. La première, et je pense qu'elle pose pas de problème pour les plongeurs de la Ligue, mais c'est de ne pas plonger seul. J'en parle parce que quand tu lis la littérature ou les recommandations de différents organismes, c'est souvent un élément qui revient en avant. Et puis, il faut préparer sa plongée. Il faut la préparer en s'informant sur la structure qui va nous accueillir, sur le site de plongée où on va aller, sur les conditions de plongée dans lesquelles on va évoluer, pour plonger de manière consciente et s'adapter aux conditions de plongée. Si demain je vais plonger dans un endroit que je ne connais pas, je vais me renseigner sur tout ça, en me disant comme ça j'ai une meilleure anticipation de ce qui pourrait arriver. C'est le premier élément de finalement l'analyse de risque, c'est essayer de l'identifier et de le mesurer. On ne plonge pas de la même manière dans une eau qui est tempérée ou dans une eau froide. On ne devrait pas plonger de la même manière à un endroit où il y a du courant ou à un endroit où il n'y en a pas, pour ne citer que cet exemple-là. Je vais pouvoir mieux anticiper les choses. Si je me suis bien informé et si j'ai bien préparé ma plongée, je vais aussi, c'est quelque chose qui, dans mon quotidien de moniteur, sur lequel j'insiste beaucoup, en particulier sur les plongeurs qui sont plus expérimentés quand je les forme, c'est qu'ils doivent avoir un œil critique sur l'organisation générale et l'organisation de la sécurité de l'endroit où ils vont. On forme nos plongeurs en leur faisant la démonstration de ce qui est pour nous le meilleur dispositif. On n'est pas naïf, on sait très bien qu'au quotidien, c'est pas nécessairement ce qu'ils vont rencontrer partout. Mais justement, ça leur permet, quand ils vont dans un centre de plongée, d'être attentifs à ce qui se passe et de poser des choix conscients. S'ils n'ont qu'une confiance modérée dans le dispositif de sécurité qui est en face d'eux, ils peuvent décider soit de ne pas plonger, soit de plonger, mais d'adapter ce qu'ils font. Aller éventuellement moins profond, moins longtemps, s'éloigner moins du bateau si le bateau reste amarré au mouillage. Ce sont des exemples, mais c'est simplement pour que nos plongeurs fassent des choix conscients. Est-ce que les plongeurs ne le font pas d'office, là ? Malheureusement, pas. Ou souvent, pas assez. On a plutôt tendance à faire confiance à celui qui se présente comme un professionnel, et beaucoup le sont tout à fait, très pro, il n'y a aucun souci, mais parfois on a des gens un peu moins sérieux, et il faut en tenir compte. Ça m'est arrivé avec mon fils, et on était en Corse et on a fait différents centres de plongée, et on s'est bien rendu compte que 2 professionnels dans 2 ports distants d'une dizaine de kilomètres avaient un comportement tout à fait différent en termes de gestion de la sécurité. La réflexion est venue de mon fils qui à l'époque avait 17 ans en me disant « Papa, là je le sens pas, on peut plonger mais on va faire tout doux ». Un bon père et un bon moniteur alors. Écoute,
En tout cas, une bonne réflexion de la part du plongeur. Alors le briefing, ça reste aussi un moment clé, je pense. Oui. Le briefing avec ses différents éléments. On a parlé de la préparation de la plongée, mais une fois qu'on a les informations, il faut la planifier. En termes de consommation, en termes de décompression, en termes de parcours, il faut déterminer ce qu'on envisage de faire. Et puis, une fois qu'on l'a fait, il faut faire son briefing pour bien se mettre d'accord ensemble avant sur ce qu'on va faire, sur la manière dont on va communiquer, sur les réactions qu'on pourrait avoir face à différents obstacles, à différents incidents, pour essayer de diminuer le plus possible la part d'incertitude, d'incompréhension qui peut être source de problèmes, d'incidents, d'accidents dans les cas les plus graves. Le plongeur Lifras est un plongeur qui peut aller jusqu'à 60 mètres à l'air. Il est formé pour, mais est-ce qu'il n'est pas parfois un peu téméraire ? Question difficile. Je ne sais pas s'il est téméraire. En tout cas, je ne sais pas s'il est autant que le plongeur Lifras avec lequel j'ai appris à plonger il y a 30 ans. Je pense qu'on a de plus en plus conscience des risques, des limites et de l'importance de ne pas les dépasser. Voilà. Les comportements, je les ai vus évoluer. Je les ai vus évoluer dans le bon sens à toute une série de niveaux. Alors ça ne veut pas dire que des comportements problématiques, je n'en vois plus jamais, mais j'en vois moins souvent. Je vois moins souvent des plongeurs qui terminent leur journée de travail le vendredi à 4 heures, prennent la voiture, roulent toute la nuit et le samedi matin sont au bord de la Méditerranée prêts à aller plonger. Pourtant, c'est quelque chose que j'observais beaucoup il y a 25 ans. J'observe beaucoup moins souvent des plongeurs qui, à l'issue de la plongée du matin, vont boire 4 chimées bleues et replongent l'après-midi. J'ai rien contre la chimie bleue, j'adore ça. J'aurais pu parler d'une bouteille de vin, c'était la même chose. Je ne dis pas que c'est des comportements que je ne vois plus jamais, mais je les observe beaucoup, beaucoup moins souvent. Et ça me fait plaisir parce qu'il n'y a rien à faire, c'est réellement problématique. Est-ce que le plongeur Lifras est téméraire ? Je pense pas, ou en tout cas je pense qu'il l'est moins que par le passé et qu'il est plus conscient de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne doit pas faire. Tu parles d'une évolution positive dans la manière d'aborder la plongée. Il est vrai peut-être que la plongée avant était vue comme un sport un peu d'exception. Il fallait peut-être avoir une carrure de paracommando et avec tous les comportements qui allaient avec. Ce qui est certain, c'est que la plongée a évolué. Qu'on était face à une activité réellement très sportive et que l'évolution du matériel, notamment l'évolution des mentalités, a fait qu'on est dans quelque chose qui est moins sportif. J'aime à dire et à penser que le plongeur heureux, c'est un plongeur fainéant. C'est un plongeur qui ne fait pas d'efforts en plongée, parce que les efforts, ce n'est pas une bonne chose en plongée, pour toute une série de raisons. Et donc, oui, les comportements ont évolué, les mentalités aussi, voilà. On se rend compte donc que la plongée, en effet, on n'évolue pas dans notre milieu, et rien que de ce point de vue-là, il y a un risque supplémentaire par rapport à notre sport, mais nos comportements, notre approche ont une importance fondamentale par rapport à une plongée safe, une plongée en toute sécurité. On a parlé beaucoup de bonnes pratiques, il y a aussi toutes les pratiques liées au processus de la décompression. On en parlera dans un prochain numéro et on vous invite en tout cas à nous retrouver. Est-ce que tu seras avec nous, Frédéric ? Oui, avec plaisir. Eh bien voilà, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Cette interview a été menée avec curiosité et passion par Michael Leclerc. À la réalisation, Pierre Vandenbroek, avec le soutien technique de Focus Live. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Une idée de sujet, une histoire à partager ? Écrivez-nous à octopus@lifras.be. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le liker, le partager ou laisser un commentaire. Ça nous aide énormément à faire grandir ce projet. À bientôt.